L'Europe sans la Norvège, échec ou avertissement? Kissinger, le Ducto, 18e rencontre, quel sera le sort de Thieu? Accord Le Canoë JJSS, un candidat unique dans chaque circonscription. On a frôlé la catastrophe aux États-Unis. 6 heures du matin, explosion de 2 réservoirs de pétrole à Chattanooga. Bientôt, une colonne de flammes et de fumée s'élève à 40 mètres de haut. Les pompiers s'emploient à éviter que l'incendie ne se propage. Ils ne tentent même plus d'éteindre les 2 premiers réservoirs. Ce soir, ils ont réussi. Le bilan n'est que de 8 blessés. Il aurait pu être beaucoup plus élevé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ainsi donc, le 5e référendum que la Norvège ait organisé depuis le début de ce siècle a été fatal à l'élargissement de l'Europe. Il est désormais certain que la Norvège ne participera pas au sommet des 10 à Paris, qui ne seront donc plus que 9. Immédiatement ce matin, Oslo a commencé par se retirer des instances communautaires auxquelles elle participait à titre consultatif. Et M. Bratteli, le chef du gouvernement norvégien, doit en principe, il l'a annoncé en tout cas, démissionner la semaine prochaine. Et ce référendum, qui se solde par 54% de non, ouvre en Norvège une véritable crise politique intérieure. Plus que le fonctionnement démocratique, le portrait des non représente un choix que l'Europe aura peut-être un jour à examiner. Car ces non, c'est le triomphe des ruraux et des jeunes sur les citadins et puis aussi sur l'industrialisation forcenée. C'est dans de petites communes comme celle-ci, perdues sur une côte déchiquetée, de là où sont sans doute partis les Vikings à l'assaut de l'Europe il y a quelques centaines d'années, que les descendants de ces navigateurs intrépides ont été les plus nombreux aujourd'hui, contradiction de l'histoire, à claquer cette porte de l'Europe élargie qu'on leur ouvrait peut-être trop facilement. Sur 3 900 000 habitants, les pêcheurs, surtout des artisans, ne sont que 50 000. Leur grande peur, voir se profiler à l'horizon ces énormes bateaux-usines qui risquent de dépeupler rapidement une mer riche réchauffée par les courants chauds du Gulf Stream où le poisson est abondant. 3 millions de tonnes par an, presque la moitié de la production du marché commun élargi. Les paysans, eux aussi, ont voté non. Ils pratiquent une agriculture artificielle, fortement subventionnée, soutenue par le gouvernement. Les fermes sont dispersées et d'une exploitation difficile. Il faut freiner l'exode rural pour ne pas dépeupler certaines régions, surtout au nord du cercle polaire. Mais le vote des pêcheurs et des paysans n'explique pas tout. Il ne représente en fait que 13% du corps électoral. Les autres ne veulent pas entrer dans le marché commun pour des raisons plus philosophiques qu'économiques ou politiques. Ils tiennent en effet à sauvegarder avant tout leur mode de vie. Pour eux, l'Europe élargie, c'est d'abord l'usine. La production effrénée n'est pas faite pour ces Norvégiens qui tiennent beaucoup à profiter des charmes de leur pays. En général, les villes sont implantées à la campagne et les horaires des entreprises calculés pour que tous les travailleurs puissent profiter de cette nature très belle et sauvage. Le ski se pratique toute l'année, c'est une véritable religion, 1500 km de pistes balisées, dont 200 éclairées la nuit. Pour les jeunes qui eux aussi, dans leur grande majorité, ont rejeté l'Europe, c'est la hantise de la pollution. Des usines, pourquoi faire? Les torrents sont si beaux et si limpides, le saumon y est abondant. En fait, pour les Norvégiens, le marché commun, c'était peut-être la perte de ce qu'ils considèrent comme leur paradis, et ce vote, il faut sans doute plus l'expliquer par le cœur que par des chiffres. Je vous le disais hier soir, à 20h, alors que la tendance était en train de se renverser, pendant que vous regardiez ce journal, le suspense décidément aura dominé ce scrutin littéralement jusqu'au bout. D'abord, succès du oui, et puis brutalement apparaît le clivage entre les populations rurales et les villes qui devait aboutir finalement au non. Voici dans quelles conditions. Les Norvégiens n'ont donc pas envie d'entrer dans le marché commun. Mais quand on dit les Norvégiens, ce n'est pas tout à fait exact. C'est principalement Oslo, 450 000 habitants, sur les 3 800 000 que compte toute la Norvège. La province a voté différemment. Je rentre à l'instant de Bergen, et il se trouve que ce matin, Bergen avait voté oui. Toujours est-il que les non l'ont emporté, jetant la consternation parmi les milieux industriels qui lèvent les bras au ciel en se disant que, décidément, les Norvégiens ne comprennent pas grand-chose aux impératifs économiques de la Norvège face à l'Europe. 80% des exportations du pays vont vers l'Europe. Et c'est un peu vrai. Voilà un référendum qui était avant tout économique, que le Premier ministre a transformé en un référendum politique.
Il a mis son nom dans la balance. Dans 2 ou 3 jours, il donnera sa démission officiellement. Et un référendum que l'opposition a transformé très habilement en un référendum psychologique. Le ton général des réactions sur le continent européen va du regret à la consternation. À l'Élysée, un regret du chef de l'État en prenant connaissance du résultat de ce référendum ce matin. D'autant qu'à La Haye, c'était fin 69, comme à Paris lors du sommet Yves-Pompidou, à la Pentecôte 71, le président français avait largement contribué à débloquer le processus d'élargissement. Pour avoir enfin dit oui après de nombreuses difficultés, le gouvernement britannique avait entraîné dans son sillage l'Irlande, le Danemark et la Norvège. Londres a aujourd'hui le sentiment d'un échec, même si le choix final appartient naturellement à la souveraineté populaire norvégienne. La Grande-Bretagne, et plus encore, si demain le Danemark devait lui aussi tourner le dos au marché commun. Dans ce pays où, voici quelques semaines seulement, 36% seulement des personnes interrogées se déclaraient favorables à l'entrée dans la communauté européenne, où 51% se montraient hostiles et 13% sans opinion, il est à peu près certain aujourd'hui qu'il n'existe aucune majorité en faveur de l'adhésion au marché commun. Alors, après le non norvégien, les clans des opposants, presque aussi nombreux dans la majorité que dans le Parti travailliste, se réveillent ce soir et préparent une ultime bataille qui commencera par un défi à M. Hiss. Faites donc un référendum comme en France et comme en Norvège. Disons tout de suite qu'il n'y a aucune chance pour que cette demande soit acceptée et que l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun ne peut plus être remise en cause après le vote des 2 chambres du Parlement. Voilà ce qui explique le flegme affiché ce soir par le gouvernement de M. Hiss. Mais le non de la Norvège provoque tout de même déception et appréhension, et ceci pour une raison majeure. L'Angleterre comptait faire son entrée le 1er janvier dans le club européen, un peu incertain, formé de continentaux, accompagné des 2 vieilles démocraties amies, la Norvège et le Danemark, fidèles aux traditions et à la langue anglaise. Et aujourd'hui, à Londres, on craint de se trouver isolé demain dans l'Europe communautaire avec pour seul allié naturel l'Irlande. Ici Londres, Michel Texier. Voilà donc pour les regrets, mais Sigmund Monsolt, l'actuel président de la Commission des communautés européennes, affiche sa consternation. Il estime tout net que ce non norvégien est un recul dans l'unité européenne. Les industriels, je vous l'ai dit, eux-mêmes voient leur avenir littéralement fermé sur le continent. Et la question qui se pose ce soir, alors que le rêve d'élargissement vient d'être brutalement amputé par le non norvégien, se pose de 2 façons. Que va faire le Danemark et son vote le week-end prochain ne sera-t-il pas influencé par le nom de la Norvège? Et puis d'autre part, c'est ce que craint le premier Danois, M. Krag, qui s'est adressé à son pays pour lui demander de ratifier son entrée dans l'Europe. Deuxième question, qu'est-ce que ce non et le risque de contagion nordique que cela implique vont changer pour l'Europe élargie, désormais à 9, je dirais, seulement? À la première question, nous aurons une réponse lundi prochain. C'est en effet lundi prochain que les Danois procéderont à leur tour à un référendum. Mais dès maintenant, il ne fait pas de doute que les plus grandes inquiétudes pèsent sur l'issue de ce référendum et que beaucoup d'observateurs seraient tentés de parier pour le non. Pourquoi? Évidemment pas pour les raisons économiques qui pèsent en général en faveur d'une entrée du Danemark dans le marché commun. Et à cet égard, les partis actuellement au pouvoir, la presse dans sa majorité au Danemark, fait ressortir les avantages de l'adhésion à la communauté. Mais il est presque impossible pour beaucoup de Danois d'imaginer un sort politique et économique, un destin différent de celui de la Norvège. Les 2 pays ont été liés historiquement, moralement, psychologiquement, à tous égards pour leur culture, leur religion, et même pour la parenté de leur dynastie royale pendant très longtemps. Et encore aujourd'hui, on rencontre peu de Danois qui imaginent pouvoir faire un choix différent des Norvégiens. Encore une fois, la réponse sera lundi prochain, mais dès maintenant, c'est la deuxième question qui se pose. Pour le reste des Européens, cette communauté, non plus à 10, mais à 9 ou peut-être à 8, quelle sera la conséquence principale de son rétrécissement, du rétrécissement par rapport au projet initial? Eh bien, outre l'incidence que le refus norvégien, l'hypothèque danoise a sur l'attitude britannique, et dont notre correspondant à Londres parlait il y a un instant, on peut dire que la configuration de la communauté ne sera évidemment plus tout à fait celle qui était envisagée. Le prolongement vers le nord, la participation des populations nordiques, cela, c'était un caractère nouveau de l'Europe élargie. Il n'existera plus.
Mais simultanément, les problèmes demeureront. Et la nuit dernière, les problèmes de l'Europe régionale se posaient. Eh bien, ça a été une mauvaise nuit pour l'Europe, une mauvaise nuit en Norvège, mais aussi à Bruxelles, où on ne s'est mis d'accord sur rien en ce qui concerne le développement régional à organiser par la communauté tout entière et financé par la communauté tout entière. Et pourtant, au même moment, c'est peut-être pas à Bruxelles ni en Norvège que se posaient les plus grands problèmes, mais aux États-Unis, où la réunion du Fonds monétaire international lançait en quelque sorte un défi à l'Europe pour sa capacité à définir une attitude commune en matière monétaire face aux exigences américaines. Au fond, ce que les Norvégiens n'ont peut-être pas saisi, c'est la dimension internationale, la dimension presque historique des problèmes qui se posent à l'Europe tout entière, y compris à leur pays comme aux nôtres. Voyons Pékin. Un hôte de marque à la Grande Muraille de Chine demain, M. Tanaka et sa délégation. Après quoi, le premier japonais et M. Zhou Enlai se reverront. Des entrevues, des entretiens aujourd'hui, on sait que les Chinois et les Japonais ont progressé dans la normalisation de leurs rapports diplomatiques. Les hauts fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères respectifs viennent de se réunir et ils ont dit que le communiqué commun publié à l'issue de la visite pourrait consacrer l'établissement officiel de relations diplomatiques entre Pékin et Tokyo, et cela dès demain ou peut-être après-demain ou plus tard, 28 septembre. En une semaine, la Chine a donc voulu que soit balayé le contentieux qui la séparait du Japon. Et il est permis de se demander comment le peuple chinois accueille cette volte-face diplomatique qui transforme en ami un ennemi de 30 ans. Je crois que toujours le peuple les Japonais et les Chinois, vraiment, d'une certaine façon, sont frères. Évidemment, pas toujours des frères qui s'entendent. Mais il y a tellement de culture qui est la même. Chaque fois qu'on va au Japon, on trouve que vraiment toute la culture fondamentale japonaise est basée sur la culture chinoise. Et je crois que M. Tanaka, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a 2-3 ans quand j'étais au Japon, a très bien compris cela. Il a compris que les intérêts de son peuple étaient vraiment l'amitié avec la Chine, une amitié qui ne sera pas incomprise du peuple chinois, parce que depuis 22 ans, le peuple chinois, on lui a dit qu'il n'y avait pas de peuple ennemi. Il n'y a que des systèmes qui sont mauvais, mais les peuples sont tous bons, y compris le peuple russe, le peuple américain. Je crois que les relations se normaliseront très très vite et que le Japon et la Chine ensemble vont vraiment pouvoir faire une relaxation de tension dans le Pacifique, que d'ailleurs on avait estimé déjà du temps de Sun Yat-sen dans les 1920, quand il a été au Japon pour leur dire que le Japon avait seulement 2 voies devant lui. Un, c'était d'être le satellite de l'Occident, et le deuxième, c'était l'amitié avec la Chine. Est-ce que vous pensez que M. Nixon sera d'accord avec votre analyse? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose que M. Nixon ou n'importe qui au monde peut faire devant cela. Je vous dis que mon impression, c'est que le peuple japonais, dans son ensemble, était pour la normalisation des relations, y compris aussi les grands zaibatsu, les grandes compagnies japonaises. Et il devenait intolérable vraiment que dans le Pacifique, le Japon ne joue pas son rôle. Et je crois que ceci veut dire qu'il a définitivement choisi de ne pas recommencer le militarisme. À un moment donné, il y a quelques années, il était poussé par le militarisme américain à aussi avoir son petit militarisme à lui. Je crois que maintenant, il doit réfléchir à ça aussi. Le peuple japonais a démontré tant de fois qu'il ne voulait plus redevenir militariste. À Paris, 18e entretien, le 6e, rien que cette année, entre le conseiller spécial de Nixon, M. Kissinger, et le conseiller de la délégation nord-vietnamienne, M. Léducto. La Maison-Blanche a tenu à se réserver l'effet de surprise en publiant elle-même la nouvelle de cette rencontre. Entretien dans un climat plutôt pessimiste, chacun restant en réalité sur ses positions. Et il semble que cette fois encore, le président sud-vietnamien Thieu fasse les frais de la conversation en tête-à-tête. Voilà pour l'étranger, voyons la France. Les investitures pour les prochaines législatives, le vent de rigueur qui souffle sur la nomination des candidats, ont été la préoccupation des leaders de 2 partis. Majorité d'un côté, opposition de l'autre. Côté majorité, le cirque de M. Aranda, selon la propre expression d'Alain Perfit, pourrait avoir des conséquences sur le problème des investitures de l'UDR. C'est ce qu'a admis, par cette expression sans ambiguïté, le nouveau secrétaire général de l'UDR, qui tenait cet après-midi une conférence de presse. Et l'ancien ministre du général de Gaulle n'exclut pas que l'UDR elle-même éprouve, comme il l'a dit, un certain besoin de purification. Je considère que le tri des candidatures, suivant une expression qui a été employée,
doit être fait dans un esprit très strict. Je me suis déjà exprimé à cet égard aux Assises de Strasbourg en novembre dernier avec une très grande netteté, même une certaine brutalité. Le gaullisme a donné à la France des institutions saines. Le gaullisme a voulu assainir les mœurs politiques françaises qui en avaient bien besoin, et par conséquent, il serait désastreux que le gaullisme en vienne à s'embourber dans des affaires qui ne sont pas dignes de lui. Il est donc essentiel que les candidats qui se réclament de l'héritage spirituel du général de Gaulle soient inattaquables, soient parfaitement intègres. Alors, mon sentiment, c'est que, d'une part, il faut écarter ou même sanctionner à l'intérieur du mouvement, si cela paraissait nécessaire, tel ou tel qui se révélerait avoir été coupable ou tout simplement léger. Mais en revanche, je suis décidé à défendre avec la plus extrême énergie, avec la plus extrême vigueur, l'immense majorité, la quasi-totalité, qui est composée d'hommes solides, d'hommes intègres, d'hommes purs et qui sont injustement attaqués. M. Charles Pasqua, député UDR des Hauts-de-Seine, remplace Hubert Germain à la présidence de Présence et Action du Gaullisme, l'amicale parlementaire née en 1969 et qui regroupe 62 élus. M. Pierre Messmer, dans un message qu'il a communiqué à l'amicale réunie à huis clos à Vincennes aujourd'hui, a défini les buts fondamentaux de la politique gaulliste. Il devait ensuite recevoir les membres de Présence et Action du Gaullisme dans la soirée à Matignon. Et pour M. Pasqua, ce nouveau président de 45 ans, membre du bureau politique et du comité central de l'UDR, Présence et Action du Gaullisme doit jouer un rôle bien précis dans les institutions gouvernementales. Pour nous, le gaullisme, c'est non seulement l'indépendance de la France, les institutions, mais c'est aussi la rigueur, la morale, l'honnêteté et en un mot, le service public. Tous ceux qui sont fidèles à ces critères, nous les reconnaissons comme nôtres. Ceux qui ne sont pas tout à fait fidèles à ces critères, nous les rejetons. Accorderez-vous un label spécial aux candidats aux élections et il semble que vous soyez assez peu favorable à l'unité de candidature? Pas de label spécial aux élections. Nous restons à l'intérieur de l'UDR. Nous ne sommes pas un facteur de division, mais un facteur d'union, une sorte de ciment qui peut servir à constituer les bornes d'amarrage qui sont parfois nécessaires. Pour le reste, et vis-à-vis du gouvernement, notre comportement est simple. Le Premier ministre est un des nôtres. Nous sommes félicités de l'accession de Pierre Messmer à la tête du gouvernement. Nous sommes contents d'avoir 4 ministres à des postes importants de ce gouvernement, mais nous conservons absolument entier notre droit de réserve, de critique et de proposition. Oui, mais serez-vous alors ou non favorable à l'unité de candidature? Le problème de l'unité de candidature est simple. Dans la mesure où on a des alliés solides et fidèles, et je crois que pour leur immense majorité, les députés qui appartiennent à d'autres formations alliées à nous dans la majorité sont fidèles. Dans la mesure où ces alliés sont fidèles, il n'y a aucun problème, on peut concevoir l'unité de candidature. Mais dans cette majorité, il y a aussi quelques dirigeants qui sont atteints de la maladie du vedettariat et d'autres qui voudraient bien jouer vis-à-vis de l'UDR le rôle des enzymes gloutons. Alors, il est bien évident que dans ce cas-là, il serait tout à fait préférable d'aller à la bataille sous son propre drapeau. Dans les rangs de l'opposition, les réformateurs, ils s'exprimaient devant la presse cet après-midi. Ils ont annoncé que leur mouvement, qui regroupe centristes d'opposition et radicaux, présenterait un candidat unique dans chaque circonscription pour les prochaines législatives. Mais messieurs Le Canuet et Servan-Schreiber ont aussi approuvé, ou du moins annoncé que leur mouvement était prêt à participer à un nouveau gouvernement ou à le soutenir après les élections et à certaines conditions. Ces conditions étant consignées dans un éventuel pacte de législature. Nous sommes unis dans la clarté d'une situation,
dans la stratégie d'une force constructive, capable, je crois que les arguments que nous présenterons vous en convaincront, de faire échec au Front socialo-communiste et d'assurer celui de la majorité qui accumule les fautes dans un climat d'affairisme que j'ai souvent dénoncé il y a déjà bien longtemps et dans une impuissance manifeste à résoudre les grands problèmes de la France. Le passé est là. 65, 69, 70, 71, à chaque échéance électorale, nous étions ensemble, même avant que le programme de la réforme ait pris toute sa consistance et que sa définition soit très précise. C'est que l'aspiration était la même. Aujourd'hui, elle est non seulement la même, elle est unique. Ce n'est pas une alliance, c'est une union. Si les nuits sont longues, et particulièrement la nuit dernière à cause de vous, c'est que nous nous sommes fixés comme objectif, et vous en aurez chacun naturellement le résultat par écrit tout à l'heure, d'investir un candidat unique par circonscription et dans toutes les circonscriptions. Permettez-moi sur le vif une parenthèse dans ces informations concernant la France. Je vous parlais tout à l'heure des entretiens à l'éducto-Kissinger. Le temps juste de vous signaler ce qu'une dépêche m'apprend, à savoir que M. Kissinger restera à Paris et s'entretiendra donc avec M. l'éducto pendant 24 heures supplémentaires. La Maison-Blanche, qui une nouvelle fois fait savoir cette nouvelle, refuse de dire si cela représente un progrès dans les conversations. Fin de cette parenthèse pour les affaires sociales. Gérard Nicou, le leader du CID-UNATI, a tenu une conférence de presse un peu particulière aujourd'hui. Pour s'exprimer, il avait choisi d'occuper les locaux de la Caisse nationale d'assurance maladie, 44 avenue d'Iéna, à Paris. Il entendait ainsi protester contre l'augmentation des cotisations assurance maladie des travailleurs non salariés. Rentrée bien orchestrée pour Gérard Nicou. Il l'a dit, les seules élections qui comptent pour lui, ce sont celles des conseils d'administration de caisse retraite. Son programme, que l'on modifie le calcul des cotisations, que l'on étende les remboursements. Il avait demandé que le conseil d'administration sortant de la Caisse nationale se réunisse pour en discuter. Comme cela tardait, il en a occupé les locaux. Aujourd'hui, il ne s'agit que d'un avertissement solennel et que si M. Lucenay ne comprenait pas, eh bien il se passerait une chose, après l'avertissement, ce serait l'action. En attendant, ce sera la parole. Il la prendra ce soir au Palais des Sports. Nicou est en campagne, mais pas pour les législatives. Il a confirmé qu'il ne donnerait aucune consigne précise à ses troupes. Jeudi et vendredi prochain, les élèves des collèges d'enseignement technique n'auront pas classe puisque leurs professeurs seront en grève. Le mot d'ordre lancé par les 4 syndicats de professeurs des CET est maintenu, il est même confirmé à la suite de l'entretien de ce matin au ministère de l'Éducation nationale. Les syndicats ne sont pas d'accord avec le ministère sur l'augmentation de leur traitement qui était en discussion. Si la France construit, selon les spécialistes, de très bons avions, elle n'a pas encore la possibilité de construire les puissants moteurs capables de les équiper. Concorde a des réacteurs anglais, Airbus des moteurs américains. La SNECMA, la société française, a étudié avec les firmes d'outre-Atlantique le moteur de 10 tonnes nécessaire à la propulsion d'Airbus. Mais le président américain, Richard Nixon, s'est opposé à cette coopération franco-américaine. Il faut préciser cependant que la firme concernée, la General Electric, n'a pas encore confirmé son abandon du projet. Qu'il s'agisse en tout cas de ces supersoniques ou des vols spatiaux, vitesse, accélération ou tout simplement précipitation du décalage horaire posent à la santé humaine des problèmes que le Congrès de médecine aérospatiale vient d'étudier. Dans moins de 3 ans, des Concorde transporteront leur cargaison de passagers aux 4 coins du globe terrestre. Concorde, c'est un avion supersonique, mais c'est aussi un moyen totalement nouveau de se déplacer. À bord, toutes les sensations ou presque vont changer. Vitesse, accélération, altitude, décalage horaire. Alors des questions se posent. L'homme va-t-il réagir normalement? Faut-il se préoccuper spécialement de la santé des passagers? N'importe qui pourra-t-il voyager sur Concorde enfin? Eh bien, sur Concorde, il est évident que nous aurons quelques autres problèmes. Les problèmes, disons, de climatisation de la cabine et de pression de cabine, je pense que là, ne seront pas importants. Les systèmes actuels prévoient une température dans la cabine Concorde et un refroidissement même de l'air, puisque
il y a, comme vous le savez, un échauffement du fait de la vitesse, de la grande vitesse. Cet échauffement cinétique sera donc combattu par un système de climatisation qui maintiendra dans la cabine une température de 20 à 23 degrés. Les problèmes d'altitude-pression seront évidemment résolus par les compresseurs qui maintiendront une altitude cabine acceptable pour les passagers, c'est-à-dire au maximum de 2400 mètres. Quant au décalage horaire, eh bien écoutez, si nous pouvons faire un aller-retour, par exemple Paris-New York dans la journée, bien sûr, ce sera bénéfique sur le plan du décalage horaire. Pourrons-nous le faire? Je n'en sais rien. Nous allons aborder une phase expérimentale en 1974. Nous allons faire quelques traversées océaniques et nous verrons à ce moment-là si la densité de travail sur l'aller-retour est acceptable pour un équipage. En réalité, ce que redoutent le plus les médecins qui s'occupent du vol avec Concorde, ce sont les radiations de la haute atmosphère, car les supersoniques volent à plus de 16 km d'altitude, alors que les avions normaux ne dépassent guère, eux, 9 à 10 000 mètres. Cette nouveauté, propre au vol supersonique, exige de nouvelles études médicales. Les radiations cosmiques d'origine solaire ont un niveau très variable, précisément, qui varie avec les éruptions solaires, et il est possible qu'on atteigne, sinon des niveaux dangereux, tout au moins des niveaux de radiation qui amèneront à se poser certaines questions. Dans cette optique, il y aura au sol un système de détection de l'activité solaire, de telle sorte que le pilote pourra être prévenu par radio du danger éventuel, mais comme les télécommunications risquent également peut-être d'être perturbées, il y aura en plus, à titre de sécurité supplémentaire, à bord, un détecteur de radiation, et le pilote saura en tout état de cause si les radiations cosmiques d'origine solaire risquent de représenter un danger, et dans ce cas, il descendra immédiatement à un niveau inférieur, de telle sorte que les hautes couches de l'atmosphère constitueront un bouclier efficace contre ces radiations cosmiques d'origine solaire. Au plan médical, donc, Concorde a presque résolu ses problèmes, mais il en reste d'autres. Son prix et celui de ses billets, l'environnement et sa protection, banque supersonique, couche d'ozone, bruit près des aéroports. La tâche des ingénieurs de Concorde n'est pas encore terminée. Décidément, 1972 sera l'année de la rentrée en France du mime Marceau, sa patrie. Il y a quelque temps, il avait fait salle comble au Théâtre de la Ville à Paris et il est maintenant à l'affiche du Théâtre des Champs-Élysées jusqu'au 22 octobre. Et dans les expressions du mime vu par Marcel Marceau, n'est-ce pas un peu notre vie quotidienne à nous tous au ralenti? Bip, votre personnage, a maintenant 25 ans, vous l'avez créé en 1947 et je crois que vous lui donnez une nouvelle orientation. Eh bien, Bip est resté quand même fidèle à lui-même parce que c'est un personnage comme Charlot, Keaton, qui ont un personnage qui est construit et qui est entier et qui reste poétique ou cocasse et qui se débat dans notre monde, secoué entre le tragique et le comique quotidien. Mais pourtant, il y a une évolution. Premièrement, il y a la maturité, il y a un autre regard sur la vie, une autre orientation sur ce plan, un côté aussi comique qu'avant, poétique si on veut, mais aussi plus sérieux, parce qu'il a jeté un œil ouvert sur le monde actuel, vous savez, le monde de la violence, de la pollution, le monde du cosmos, le monde mécanique. Beaucoup de choses se sont passées ces 5 dernières années. Pour y pénétrer dans ce monde du cosmos et des différentes planètes, dans ce rêve de Bip, qui rêve d'un monde meilleur, il y a un point de départ. Le point de départ, c'est Bip employé dans une banque, exerçant un métier comme les pompiers, boulangers, médecins, tout ce qu'on voudra. Il est employé dans une banque et il y a un hold-up. On l'accuse d'avoir volé l'argent alors qu'il a voulu cacher l'argent pour échapper au hold-up et il perd sa place. Il pense que le monde est bien violent et bien cruel et il décide de partir à la rencontre d'autres mondes, d'autres planètes. Et il y a des aventures, et il finit par trouver que la Terre, finalement, c'est quand même notre planète. Et pour que le monde change, c'est l'homme qui doit changer. Il s'apercevra qu'on est toujours à la recherche d'un bonheur et qu'il faut l'acquérir.
La pantomime est sans doute l'art qui demande le plus de complicité de la part des spectateurs. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une part, le public finalement est extraordinaire. Il a un instinct sûr, il est accessible à la qualité et il est exigeant. Qu'on lui montre l'exigence et il vient. Eh bien, il y a dans ce spectacle, je fais appel à l'imagination du public. Mais la pantomime doit être tellement lisible qu'on comprend tout de suite. Si je m'appuie contre un bar, ou si j'allume une cigarette, ou si j'ai un papillon qui frémit, n'est-ce pas, il ne suffit pas de dire. Il ne faut pas que le public devine. Il faut qu'il voit tout de suite la mort du papillon. Il faut tout de suite qu'il voit les barreaux d'une cage. Hein. Il faut qu'il sente l'espace, il faut qu'il sente le volume des objets. Et s'il le voit, c'est de la magie. Il n'y a pas de problème. Lorsqu'un mime n'est pas clair, c'est que c'est un mauvais mime. Voyons les sports. Demain, à Turin, Marseille essaiera de se qualifier pour les 8e de finale de Coupe d'Europe des clubs. Mais dès ce soir, 2 équipes françaises sont concernées par les compétitions européennes. D'abord, Nîmes joue depuis une dizaine de minutes à Zurich en Coupe de l'UEFA. Et puis, Bastia, dans quelques instants, si ce n'est déjà fait, va affronter l'Espagne, en Espagne du moins, l'Atlético de Madrid. Michel Drey sur la pelouse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Voici le stade Vicente Calderón qui peut accueillir 70 000 spectateurs, mais il y a beaucoup moins de monde ce soir, environ 15 000 à 20 000 personnes venues assister à ce match retour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Le 14 septembre à Ajaccio, vous en souvenez, les 2 équipes de l'Atlético de Madrid et de Bastia n'avaient pu se départager. Bastia est ici à droite, tout en blanc, avec son numéro 10, le noir, et le 9, l'avant-centre Félix. Les 2 équipes, Atlético de Madrid et Bastia, avaient fait match nul 0-0 ce soir. Les Espagnols sont bien sûr favoris. Le coup d'envoi a été donné à l'instant et un premier centre de Le Noir, le numéro 10. Dégagement par les Espagnols qui sont bien sûr favoris. Mais les Bastiais sont assez confiants car au match aller, les Madrilènes n'avaient pas fait très grosse impression. On note 2 changements dans la formation de Bastia. Odoul et Calmette remplacent Tosi et Papi. Les 2 équipes vont évoluent même sur une pelouse magnifique, vraiment en très bon état. Il y a peut-être un petit problème, la pluie qui risque de faire son apparition au cours de ce match car le ciel est très couvert. Le coup d'envoi a été donné, vous l'avez vu en direct il y a quelques secondes. Et ici une action très dangereuse menée par Bastia avec Félix qui se trouve dans la surface de réparation et Cagnon qui va peut-être être coché à tir. Mais le gardien Rodri vient d'intercepter et d'arrêter ce ballon. Un coup franc étant accordé par l'arbitre italien. Donc le coup d'envoi depuis 2 minutes, les 2 équipes à égalité. Rendez-vous en direct dans Match sur la 2 pour la dernière demi-heure de cette rencontre. Match sur la 2, en effet, à partir de 22h20, vous pourrez suivre la fin de ce match. Je vous confirme que Télénuit, présenté par Alexandre Balou, est à 23h30. C'est votre rendez-vous. Excellente soirée au nom de l'équipe du NF2.